Le gouvernement ivoirien a débuté depuis mercredi dernier la restitution des corps de victimes de la crise de 2010 à leurs familles dans la région du Cavali. Elles pourront faire le deuil de ses proches disparus, une cinquantaine de corps remis aux proches. On retrouve Davis Oyo et on se retrouve juste après. Le Premier ministre Patrick Achi l'a annoncé lors de la célébration de la Journée nationale de la paix à Diokoué, capitale du Guémon. La restitution des corps des victimes de la crise post-électorale est désormais une réalité. 47 corps et restes humains de victimes de violences de la crise post-électorale ont été rendus à leurs familles ce mercredi 8 mars 2023. Guiglo, Bloléquin et Tout-le-Pleu sont les 3 localités concernées. Certains corps avaient été exhumés en 2015, puis transférés à Abidjan pour nécessité d'enquête. Pour les autorités ivoiriennes, ces corps rendus vont permettre aux familles de faire leur deuil. Justement, pour les aider à organiser leurs obsèques, la somme de 1 500 000 francs CFA a été remise à chaque famille. Malgré ce geste, beaucoup d'interrogations restent encore en suspens. Y aura-t-il une seconde vague de restitution dans les semaines ou mois à venir? À quand la restitution des corps des victimes de la ville de Diokoué, épicentre de la crise post-électorale? Même si le procédé utilisé par l'État est décrié par des organisations de défense des droits humains, pour le gouvernement, cette initiative vise à renforcer la réconciliation nationale. Alors, messieurs, plus de 10 ans après les événements, que retenir de cette opération? Je commence par vous, Félix Boni. Je retiens une question très importante du reporter. À quand la restitution des corps de la crise de Diokoué, l'épicentre de cette crise à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Parce que, effectivement, lorsque les corps qui ont été restitués, ce sont les corps de Bloléquin, Tout-le-Pleu, Guiglo. Mais Diokoué, qui a quand même cette ville dont le nom est aujourd'hui connu à travers le monde après la tragédie que cette ville a connue, on n'a pas encore vent à quand la restitution de ces corps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, on doit poser la question, le problème en termes de restitution de corps? Parce que les corps ont été exhumés pour mener des investigations, des enquêtes plus poussées. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'on ait les résultats de ces enquêtes pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qui a commis ces crimes? Est-ce que ce sont des gens qui sont morts comme ça ou c'est des personnes qui les ont tués par balle ou quoi? Il fallait qu'on sache la vérité. Parce qu'on parle de réconciliation, mais la réconciliation, dans le triptyque ivoirien, on parle de vérité, justice et réconciliation. Mais là, on va restituer les corps. Est-ce que on tourne la page, va-t-on passer par perte et profit ces personnes qui ont été victimes d'une certaine barbarie, d'une certaine atrocité? Alors, c'est de grandes questions qu'on se pose pour l'instant. Comme on est dans la phase de restitution des corps, dans tous les cas de figure, il fallait permettre aux familles de faire le deuil de leurs défunts. Mais on attend encore la suite pour qu'on sache la vérité de ce qui s'est passé dans cette zone. Aussi bien Debaï. Oui, effectivement, comme le dit Boni, restituer un corps à une famille pour qu'elle fasse le deuil, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est à Diokoué et dans le Cavali. Je crois que le reportage parle de près de 50 corps qui ont été restitués. Ces familles vont enfin faire le deuil. Mais à mon sens, si cela est une bonne chose, si cela est un acte parmi tant d'autres dans l'élan de réconciliation, il ne faut peut-être pas s'arrêter là. Et puis, la restitution des corps, bon, ça nous ramène à un passé, moi je dirais entre 2011 et 2012 jusqu'à 2014 par là, des corps avaient été exhumés un peu partout à Yopougon. Mais quand on est en 2023 et qu'on en est encore à la restitution des corps, au deuil et tout ça, je me dis qu'il y a là peut-être une façon de ne pas donner beaucoup d'allant à la réconciliation. Aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter là. La question, c'est comment ces familles-là, c'est vrai qu'ils ont eu ces corps, mais comment ces victimes-là sont décédées. Je crois que ça aussi, c'est important. Et les organisations de défense des droits de l'homme qui se plaignent, c'est justement ces questions qu'elles posent. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il y a eu des autopsies? Qui a tué ces gens qui sont morts, dont on restitue les corps? Voilà, et je crois qu'on aura posé ces bonnes questions, qu'on aura donné les bonnes réponses, la réconciliation viendra d'elle-même. Mais j'ai entendu dire
certaines lectures qu'il y a des familles qui disent c'est maintenant que commence la réconciliation. Donc, vu de ce point de vue, c'est-à-dire un corps qui arrive, sa mère qui arrive, le corps, les restes de sa mère qu'elle reçoit, pour elle, pour cette victime-là, c'est le début de la réconciliation. Donc, vu de ce côté-là, on peut dire que c'est une bonne chose de restituer le corps, mais il faut aller plus loin. D'accord. L'enseignant Bakayoko, sur cette opération de remise des corps aux familles, on a entendu Félix Boni, des baillis, qui se projettent tout de suite, mais déjà sur cette opération elle-même, quel est votre avis? Moi, je pense que la restitution des corps est déjà une bonne chose, c'est un bon début. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette restitution fait partie d'un long processus qui va déboucher, je l'espère, sur la réconciliation. Je pense déjà qu'en remettant les corps, ça permet aux familles de faire le deuil, mais c'est une sorte de contrition générale au niveau de l'État parce que la tragédie a été d'une ampleur telle que tout le monde en a été choqué, y compris la République elle-même. Donc, en procédant ainsi, c'est comme si le gouvernement, comme si la République, je ne parle pas du gouvernement, la République, c'est-à-dire nous tous, nous étions en train de nous remettre en question sur la tragédie qui est arrivée et ça nous permet de régler le contentieux historique. Mais il faut aller progressivement parce que exhumer ces corps ne doit pas être comme si on exhumait l'ensemble des frustrations. Autrement dit, notre pays va continuer de rester en crise. Or, il faut faire le deuil, mais il faut puiser au plus profond de chacun des citoyens pour qu'on puisse aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas laisser aussi croire que c'est seulement l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé en 2010. Donc, s'il doit avoir réparation ou s'il doit avoir réconciliation, je pense que ça doit être quelque chose de général. C'est-à-dire tous ceux qui se sont sentis meurtris, on peut même aller jusqu'en 1990, procéder à une sorte de séance de catharsis générale pour qu'on puisse enfin faire le deuil. Pour l'heure, le gouvernement a fait un pas des géants, un pas chargé d'humilité. Et il faut que chacun des Ivoiriens saisisse la balle au bon pour qu'on puisse construire ensemble l'avenir de notre pays dans la solidarité et surtout avec l'esprit des nations. Professeur Dion? Bien, moi je prends à mon compte tout ce qui a été dit. Il y a le droit à l'inhumation. On a exhumé ces corps, comme il a été rappelé ici, pour procéder à un certain nombre d'enquêtes de vérification. Ça a mis le temps que ça devait prendre. Maintenant, on parle de restitution. Oui, le concept est un peu problématique, mais il y a restitution. Parce que c'est de la poussière, il faut que ça retourne à la poussière. La deuxième chose, c'est la communication qu'il y a autour de cet événement. Voilà. Quelle est l'intention de cette communication? Juste nous dire que le gouvernement restitue les corps qui ont été exhumés pour des besoins d'enquête, nous dire que le gouvernement est disposé à faire en sorte que la réconciliation soit en marche et que nous comprenions tous qu'on a été meurtris et qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on a vécu, mais qu'il faut aller plus loin. Et je crois que dans le message du ministre Kakabe, il y a eu quelque chose d'important qui a été dit. Si j'ai bien suivi dans la presse, il a dit « passons à autre chose ». J'ai trouvé que c'était assez pertinent. Passons à autre chose parce que, oui, il faut se réconcilier. Oui, il faut revivre ensemble de nouveau. Mais la question que je me pose et que je pose toujours aux Ivoiriens, c'est le voulons-nous vraiment? Voulons-nous vraiment nous réconcilier? Si nous nous posons la question et si nous pensons que, oui, chacun de nous veut aller à la réconciliation, je crois que tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont juste des étapes, des escales que nous vivons. Est-ce que, professeur, il y a des personnes qui ne veulent pas aller à la réconciliation? Je ne pense pas, non? A priori, on pourrait penser que des personnes... Non, tout le monde veut aller à la réconciliation, a priori. Mais tout se joue dans quoi? Dans les actes, dans les pensées que nous avons. Vous pouvez dire aux gens, je veux la réconciliation, et le lendemain poser des actes qui vont contre le processus de réconciliation, ça peut arriver. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, c'est à nous de bien comprendre
et peut-être qu'on reviendra là-dessus, qu'il y a une nuance entre être ensemble et vivre ensemble. Être ensemble, c'est partager un espace, mais vivre ensemble, c'est partager des valeurs communes et une histoire. Et donc, je retourne à ma question initiale. Sommes-nous prêts à vouloir partager ensemble des valeurs communes et une histoire commune? Voilà la question qui nous est posée. D'accord. L'enseignant Bakayoko, vous voulez ajouter Moi, quelque je voudrais considérer qu'il faut que les acteurs politiques eux-mêmes ne cherchent pas à faire de la récupération politicienne. Il faut comprendre, il faut cesser de croire ou bien de dire que c'est un camp qui a subi les pertes. Peut-être, on le sait, mais il faut commencer à considérer que c'est la République qui a perdu des enfants pour que cette science d'exorcisme-là soit acceptée de tous. Parce que si nous continuons de considérer que c'est un camp qui l'emporte contre un autre camp, ou bien c'est un camp qui a blessé un autre camp, je pense que les meurtrissures vont être difficiles à réparer. Aujourd'hui, tout le monde doit faire acte de contrition et considérer chacun des citoyens qui sont morts que c'est une partie de nous-mêmes qui est partie. Il ne faut pas considérer que c'est un clan, c'est les membres d'une famille ou d'un village qui sont décédés. Considérons que ce sont des enfants de la République qui sont décédés pour pouvoir juguler au mieux le problème et aller de l'avant, comme Kakabe l'a dit, parce que nous n'avons pas le choix. Il faut que nous allions de l'avant. Nous sommes meurtris, mais il faut que nous allions de l'avant. Nous n'allons pas nous cramponner sur ce passé, certes douloureux, pour ne pas avancer. Il faut passer à autre chose. Alors justement, passer à autre chose, un peu ce que disaient les ONG, Sylvain Debailly en parlait tout à l'heure, le MIDH, la LIDO, qui a demandé à l'État d'aller aussi à la réparation financière. Évidemment, cette opération a accompagné de cela, mais aussi d'aller beaucoup plus loin. Mais aller plus loin, c'est-à-dire quoi exactement et concrètement, Debailly? Oui, ben, si tant est qu'à Côte d'Ivoire, à un moment donné, certaines organisations de défense des droits humains ont proposé ce qu'ils appelaient une justice transitionnelle. L'État a choisi de faire la justice d'abord, et puis la réconciliation ensuite. Et donc, si on est dans ce volet-là, la justice, on va se dire que la restitution est une étape, mais les autres étapes qui suivent, il faudra peut-être chercher à savoir les circonstances de la mort de ces choses et de ces victimes, et puis peut-être envisager aussi des procès. Il s'agit ici de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été l'épicentre de notre crise. Le reportage parlait tout à l'heure du Diokoué. À quand l'exhumation des corps du Diokoué? Parce que là-bas également se trouvent des fosses communes. Voilà, Diokoué, c'est vraiment la tache noire de notre histoire. Et donc, quand à côté, il y a des familles qui ont pu avoir leur corps, qui peuvent faire le deuil, ben, en face, il y a également des familles qui, jusque-là, continuent de pleurer, ne savent pas comment leurs proches ont disparu, ou bien même où sont ses proches. Ont aussi besoin d'avoir des corps de leurs proches pour pouvoir faire enfin, eux aussi, leur deuil. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Mais je pense que c'est le professeur qui disait tout à l'heure, est-ce que c'est vrai que tout ce que nous faisons aujourd'hui invoque la réconciliation, mais est-ce que nous le voulons vraiment? Si nous le voulons bien, je pense que c'est des étapes nécessaires. Il y a l'étape de la réparation. Ici, bon, on a remis des corps et l'État qui donne 1 500 000 francs pour faire les obsèques. Oui, tout cela c'est bien, mais il faut une vraie loi, enfin, de réparation. On n'a pas senti cela. C'est vrai qu'il y a eu la commission Dialogue et Vérité, il y a eu d'autres structures qui ont été créées pour aller dans le sens de l'indemnisation des victimes. Bon, on a vu ça et là des chèques de 1 million de francs CFA qui ont été remis. Hein? Après, on n'a plus rien entendu. Et aujourd'hui, bon, certains se demandent comment se font ces réparations. Même les associations de victimes, aujourd'hui, quand tu vas leur demander, bon, c'est le statu quo. Donc, c'est autant de questions qu'il faut mettre ensemble et puis, bon, donner vraiment une vision dans la suite du règlement de cette question. Il ne faut pas s'arrêter à ces étapes-là. Félix Ouanim, pour la suite. Ben, pour la suite, vous avez posé la question, aller plus loin, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, aller plus loin, ça veut dire, je suis d'accord, moi, dans le principe qu'il faut effectivement tourner la page parce qu'on ne va pas rester toujours
dans le deuil, regarder dans le rétroviseur et continuer à nourrir les vilains sentiments, parce qu'il faut bien qu'on ait la réconciliation un jour. Tout ce qui s'est passé, c'est en 2011, nous sommes en 2023, 12 ans après, des enfants qui avaient certainement 10 ans sont aujourd'hui devenus des jeunes majeurs, c'est-à-dire 22 ans. Donc, il faut tourner la page, bien évidemment. Par contre, aller plus loin, je comprends pas aller plus loin, qu'il ne faudra pas s'arrêter seulement à une indemnisation, c'est-à-dire pécuniaire, avec une enveloppe de 1 500 000 qui va servir éventuellement, évidemment, à inhumer les défunts, les dépouilles. Mais dans des familles, c'est-à-dire les personnes qui ont été tuées, ça a carrément changé le cours de la vie de certaines familles. Des enfants peut-être sont orphelins aujourd'hui, ne savent plus à quel sens se vouer, peut-être c'est le pourvoyeur des moyens de la famille. C'est pourquoi, comme nous avons au sein de notre gouvernement un ministère en charge des questions de solidarité, il faut identifier réellement les problèmes de ces personnes et à les aider, les amener à pouvoir, j'allais dire, retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité pour qu'on puisse effectivement, la réconciliation doit descendre jusqu'à ce niveau-là. Quelqu'un a parlé en disant qu'il ne faudrait pas s'arrêter aux morts de Diokoué ou de l'Ouest. Effectivement, pour toutes les crises, toutes les victimes des crises en Côte d'Ivoire, et ceux, quand je dis victimes, les survivants dont la vie aujourd'hui a chaviré par la perte d'un être cher, il faut les aider. Le gouvernement doit être aux côtés de ces personnes, quitte à pouvoir scolariser les enfants, apporter des moyens, aider certains à pouvoir se réinsérer dans le tissu social, socio-professionnel. C'est tout cela qui arrive à penser les plaies et à pouvoir tourner la page. Sinon, la réconciliation, je ne pense pas que les Ivoiriens ne veulent pas la réconciliation. Bakayoko a parlé de catharsis. Je crois que les populations ont fait leur catharsis. Beaucoup ont fait le deuil déjà de tout ce qui s'est passé. Et peut-être, de façon stratégique, le gouvernement n'a pas voulu peut-être précipiter les choses, à laisser un peu traîner, laisser couler un peu d'eau sous le pont pour que les colères s'apaisent avant éventuellement de poser ces actes. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Allons au-delà. Aidons véritablement ceux qui sont dans le besoin, ceux qui, ayant perdu peut-être la personne principale dans la famille, aujourd'hui sont dans des difficultés. Alors, professeur Dion, vous avez posé la question de savoir si nous voulons vraiment aller à la réconciliation. Eh bien, nous vous la retournons, cette question. Je ne peux répondre que pour moi. Ben, allez-y. Moi, je veux bien aller à la réconciliation, mais il faut que chacun puisse répondre à cette question. Sur ce que Félix vient de dire, oui, c'est important. On a un gouvernement qui n'est peut-être pas un gouvernement de réconciliation, c'est-à-dire ce n'est pas tous les partis qui sont représentés, mais c'est un gouvernement pour la réconciliation. J'entends par là que quand ce gouvernement travaille, tous les actes qu'il pose dans ces différents compartiments doivent pouvoir justement aller à la réconciliation. Le ministère de la Famille, quand il travaille, c'est pour que les familles se sentent en Côte d'Ivoire comme dans leur pays. Quand le gouvernement, le ministère de la Réconciliation travaille, c'est pour. Quand le ministère des Transports travaille, c'est pour. Parce que la réconciliation, c'est aussi faire en sorte que les hommes puissent circuler pratiquement dans tous les villages, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Donc c'est un gouvernement pour la réconciliation et il faut qu'on comprenne que nous sommes sortis de quelque chose d'assez terrible. Nous sommes tous traumatisés. Et la question, c'est quel est l'horizon? Et c'est une question qu'on pose souvent. Et certains de mes étudiants me demandent, mais quel est l'horizon de la Côte d'Ivoire? Et j'ai l'habitude de leur dire qu'il n'y a pas un horizon qui nous attend. L'horizon, c'est ce avec quoi nous partons. C'est nos pensées, c'est nos actes, c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est ça qui peut nous dire, voici l'horizon vers lequel nous allons. Donc si nous voulons aller à la réconciliation, c'est maintenant, à travers notre façon d'être, à travers notre façon de penser notre pays, de penser notre rapport à la loi, de penser notre rapport à l'autre, notre rapport à la citoyenneté, au civisme. C'est tout ça qui doit faire en sorte que nous puissions comprendre une chose essentielle. Vous voyez, je vais vous donner une image. Vous voyez une cathédrale ou une mosquée. J'ai envie de dire que ce sont les mêmes briques qui construisent n'importe quelle maison ordinaire, ce sont ces mêmes briques qui construisent la cathédrale ou la mosquée. Seulement, pourquoi on pourrait respecter beaucoup mieux les briques qui constituent la mosquée ou bien la cathédrale? Mais parce que ce sont ces briques-là sont honorées d'être les briques d'une cathédrale ou d'une mosquée. Chacun de nous, chaque peuple en Côte d'Ivoire est honoré d'être peuple de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est le tout qui donne un sens aux différentes parties que nous sommes. Il faut que nous soyons heureux
et honoré d'être de la Côte d'Ivoire et dans la Côte d'Ivoire. Si nous avons cette perspective, je crois qu'il y a de bonnes choses, il y a de bonnes perspectives pour ce pays-là. Donc, ce n'est pas quelque pour terminer sur la question. Pour moi, la réconciliation, c'est le dépassement de soi. Parce que chacun a vécu quelque chose dans sa chair. Donc, il faut aller au-delà de soi-même, puiser au plus profond de soi-même et regarder de l'avant. Il faut que les hommes politiques cessent de faire de cette réconciliation un fonds de commerce. Parce que quand je les écoute, chacun pense que la réconciliation, c'est le retour au statu quo ante. Quand j'écoute les gens, les proches du président Bédié, pour eux, la réconciliation, c'est utopique. Mais c'est de revenir à la situation de 1999, d'avant le coup d'État. En tout cas, c'est ce que moi je perçois dans leur discours. Quand je prends les partisans du président Laurent Gbagbo, lui, il faut qu'on revienne au stade avant 2010. C'est ça qui constitue pour lui la réconciliation. Mais vous voyez bien que c'est des situations qui sont complètement illusoires. Donc, à mon avis, il faut faire preuve de dépassement de soi, mettre en avant le civisme et surtout la République, comprendre que oui, on a quand même perdu quelque chose, mais il nous faut forcément construire l'avenir, et l'avenir de nos enfants. Parce que si nous contentons de rester dans cette situation, le professeur l'a dit, il nous faut forcément aller... Est-ce que nous voulons la paix? Est-ce que nous voulons la réconciliation? Cette question-là, elle est primordiale. Et chacun des Ivoiriens doit se la poser et y répondre franchement. Et je pense qu'il est temps de cesser tous les palabres. J'ai entendu certains parler de justice transitionnelle, tant mieux, mais il faut aller de l'avant. Parce que chacun des Ivoiriens, depuis 1960, moi j'avais parlé de 1990, mais chacun des Ivoiriens, depuis 1960, chacun a quelque chose à reprocher l'un à l'autre. Donc il nous faut à un moment donné faire table rase du passé, regarder l'avenir pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Cette Côte d'Ivoire, si elle est prospère, je pense qu'elle va faire oublier tout ce que nous avons, toutes ces meurtres-ci. Parce qu'en réalité, en fin de compte, nous sommes dans une crise de pauvreté. Si les gens ont quelque chose à manger, c'est vrai, on me dira que l'âme doit se nourrir aussi, c'est-à-dire on ne se nourrit pas juste pour remplir le ventre, mais on doit nourrir l'âme. Mais je pense que si la Côte d'Ivoire accepte de comprendre qu'il y a un pays à construire, je pense que la réconciliation peut être effective. D'accord. Alors, ce soir également au menu, une page noire en sport. Et c'est une scène qui a choqué tout le pays et même au-delà. La mort du footballeur Moustapha Sylla, défenseur du Racing Club d'Abidjan. Aussitôt, la médecine du sport mise en cause. D'autres pointent du doigt l'organisation de notre championnat national. Finalement, à qui la faute? Davis Oyo. Cette image était sans nul doute prémonitoire, comme pour dire au revoir. Hélas, ce fut le dernier pour Moustapha Sylla, un au revoir qui s'est transformé en un adieu. Il évoluait sous les couleurs du Racing Club d'Abidjan. Âgé de 21 ans, ce latéral gauche percutant s'est écroulé en plein match de Ligue 1 contre le Sol FC, que son équipe a d'ailleurs battu par le score de 3-1. Une victoire pour ses coéquipiers, mais une grosse perte pour le Racing Club d'Abidjan et par ricochet pour le football ivoirien. Dans l'attente des rapports finaux des médecins sur les causes du décès, une hypothèse revient. Sylla aurait succombé suite à un arrêt cardiaque. Selon les témoins au stade Robert Champroux, le temps mis entre 20 et 30 minutes pour l'évacuation aurait précipité le décès du jeune joueur. Selon des sources concordantes, ce malaise de Sylla ne serait pas le premier du genre. Le footballeur se serait déjà effondré 2 fois à l'entraînement avec son ancien club, le Djoliba Athletic Club de Bamako, au Mali. Ces écoulements à répétition seraient la cause de la résiliation du contrat entre le club malien et le jeune défenseur ivoirien. Le décès de Sylla n'est pas un cas isolé. Selon les spécialistes, la Ligue professionnelle de football aura enregistré 3 décès en 4 ans. Le manque de visites médicales obligatoires poussées chez les joueurs professionnels, entre autres la prise de sang, les tests d'effort et l'électrocardiogramme, y compris l'opérationnalisation de la médecine sportive, sont montrés du doigt. Adieu Sylla, adieu champion.
Alors, c'est une image qui a évidemment vous aussi ici sur le plateau. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une insuffisance quelque part, Sylvain Debailly? Oui, je dirais que, d'abord, moi, je ne suis pas spécialiste des questions sportives, mais avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai lu ça et là, je pense que c'est quand même dommage. C'est vrai, on dirait cruel destin pour Moustapha Sylla, qui tombe sur un terrain de football. Mais quand on regarde ce qui a été dit, moi j'ai lu le communiqué de la FIF et tout ça, mais ici, on doit aujourd'hui s'interroger sur ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive à un décès 20 minutes après l'effondrement du joueur. Cela est d'autant plus important que la Côte d'Ivoire organise une compétition africaine l'année prochaine. Et toute notre organisation est aujourd'hui, en tout cas à chaque fois, vérifiée par les instances du football africain. Et donc, c'est des questions qui sont, à mon avis, importantes parce que tout le monde a l'œil sur la Côte d'Ivoire, sur cette organisation qu'on nous promet et qui, selon les autorités, sera la plus belle jamais vue en Afrique. Donc, ce sont des actes, quand de tels drames arrivent, je pense qu'on doit être, en tout cas, on doit avoir tous les instruments pour pouvoir répondre de façon objective à ce genre d'incident. Entre le stade de Marco Rio où s'est jouée la rencontre, et puis peut-être un hôpital de grande classe, il n'y a quand même pas 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis bon, quelles étaient les circonstances autour? Je crois qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Alors, Félix Boni. Ce drame révèle une défaillance dans le système. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que quand on en arrive là, et après tout ce qui a été dit, les différentes sorties, les explications des uns et des autres, montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Et cela révèle également aussi des questions j'allais dire, de négligence, de légèreté, voire même de corruption dans l'organisation de notre football. Parce que si on s'en tient peut-être à l'information selon laquelle ce joueur aurait déjà des antécédents dans son pays avant de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'information n'a pas circulé, ou les gens ont camouflé l'information. Tellement on voulait ce joueur sur le terrain, on a dû passer par des petites pratiques souterraines pour que ce joueur se retrouve sur le terrain. Si le système était bien huilé, bien organisé, je crois qu'il passerait éventuellement par le système, le moule de système qui allait filtrer le passé, j'allais dire, passer son état de santé au crible pour qu'on sache que ce joueur il n'est pas apte à monter sur le terrain. Et quand j'ai écouté le débat fait par les journalistes sportifs, bien évidemment sur la 3A de la RTI, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui prévoient, qui anticipent sur ces genres de drames. Mais apparemment, tout cela n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est en cela que moi, dans ma posture actuelle, j'observe et je regarde et j'attends que l'État joue son rôle. C'est là qu'on voit l'État fort, l'État régalien. Il faut situer la responsabilité. De quoi est mort ce jeune? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, il faut sanctionner pour que cela serve. Dans le dispositif, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et là où ça n'a pas marché, il faut corriger. Et il faudra que quelqu'un soit sanctionné pour cela, parce qu'il s'agit de mort d'hommes. Et nous sommes à quelques mois de la CAN 2024 que nous allons abriter. Il ne faudrait pas prêter cette image à la Côte d'Ivoire. Lansini Bakayoko. Oh, c'est vraiment c'est un vrai problème, le décès de ce joueur, dont on dit qu'il était promoteur. Mais moi, je me désole que la famille n'ait pas accepté qu'on fasse une autopsie. Peut-être pour des questions religieuses? Oui, peut-être pour des questions religieuses, mais vous voyez que la question éclabousse l'ensemble de la Peut-être que la famille aussi sait qu'il a eu des antécédents et on ne voudrait éventuellement pas révéler aussi la réalité, parce que je ne pense pas que les questions religieuses soient au-dessus des questions de droit. Il aurait fallu laisser le droit triompher pour qu'on sache ce qui s'est passé et que cela ne se répète pas.
Donc, je pense que ce sont des arguments... Vous pensez qu'il y a un point Moi, de je ne parle de pas l'histoire, d'autopsie oui. judiciaire, je parle d'autopsie médicale. Oui, mais bien évidemment, Ça le dit médical que donne la des famille arguments au peut- droit. Vous parlez de la même chose, je pense. Oui. La famille peut ne pas vouloir, mais la famille fait partie de la République. Donc la famille n'est pas au-dessus de la République. Vous voyez que la question elle-même éclabousse l'ensemble du pays. Donc je pense qu'on ne peut pas, ce n'est pas la famille qui va régenter, disons, quelque chose qui peut toucher à l'image des marques de la Côte d'Ivoire. Et donc je pense qu'il aurait fallu faire une autopsie pour savoir les causes des choses. Mais je pense aussi que, je ne suis pas en train de minimiser ce drame, mais à mon avis, c'est aussi c'est un fait de jeu. Parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que ce genre de drame arrive. Moi, je me souviens, le joueur camerounais Ebossé qui était décédé en Algérie dans les mêmes conditions. On a vu Cheikh Tioté lui-même qui est décédé en Asie à peu près dans les mêmes conditions. On a vu Marc-Vivien Foé qui lui aussi est décédé sur le terrain à Gerland. Donc, je pense que... Ça reste quand même un problème sérieux. Ça reste un problème sérieux. Sur le terrain, lors d'une compétition, non, je pense que... Ça reste un problème sérieux, mais je passe sous le contrôle du philosophe, mais l'homme est un être mortel. Donc, il n'y a pas la temporalité ou les questions spatiales. Ça peut arriver partout, à tout moment. Donc, je pense que oui, c'est un drame qui est arrivé, mais il faut comprendre que ce n'est pas ça qui va remettre en cause, disons, la viabilité de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire prévue l'année prochaine. Le problème est sérieux, il faut peut-être mettre en place des mécanismes beaucoup plus rigoureux, de sorte que ces situations soient amoindries. Pour ma part, j'estime qu'en l'absence d'une autopsie, ça reste un fait de jeu qui est arrivé et il faut chercher à canaliser tout ça, à formaliser les choses pour que ces choses-là soient minimisées. Pour Chadian? Ils ont parfaitement raison, hein, mais sur le cas de la famille, oui, il faut souvent faire de la pédagogie. Parce que si on ne permet pas à la science de travailler sur ce cas, comment on prévient les cas ultérieurs? Voilà toute la pédagogie qu'il y a derrière. Si on ne fait pas des enquêtes, si on ne sait pas pourquoi le jeune homme s'est effondré sur le terrain, alors qu'apparemment tout allait bien pour lui, bon, comment on fait pour prévenir les cas ultérieurs? Mais ce qu'il est en train de dire, là, Siné, qui est important, c'est qu'il s'agit d'une mort subite. Je crois que c'est ça. Et une mort subite, c'est une mort brutale, inattendue, instantanée, dans la pratique de votre sport. Donc, il y a deux choses qui apparaissent ici. Premièrement, c'est imprévisible. Personne ne savait que le jeune homme allait s'effondrer à ce moment-là. Deuxièmement, c'est sur le temps-là, c'est incompréhensible. Pourquoi on le dit? Je vous donne deux cas. Il y a eu un joueur de hockey, on n'est pas en football, qui lui, je crois que c'est en 2008, il est mort sur le banc de touche. Il a fait tous ses examens, il n'y avait aucun problème. C'est sur le banc là, de touche, 19 ans, c'est là lui il décède, mort subite. L'autre cas, c'est le cas d'un joueur de rugby, et c'est son grand-père qui témoigne. L'enfant n'avait aucun problème, pas d'antécédents, tout allait bien, tous les examens, vous connaissez les championnats professionnels, mais il faisait juste un footing et il s'est effondré. Et c'est fini. Le jeune homme est parti. Donc, c'est une mort subite. Après, on va dire c'est un malaise cardiaque. C'est le cœur. Quand le cœur décide de défaillir, comment vous faites? Ce qu'il faut faire après, c'est, comme ils l'ont dit, quand on a un championnat professionnel, c'est de développer un certain nombre d'abord de réflexes. Par exemple, pour les cas que je viens de citer, pour le premier cas, il paraît que les secours ont mis 12 minutes avant d'arriver. Mais si les secours étaient arrivés un peu plus tôt, oui. Je crois qu'on l'a évoqué aussi dans votre reportage. Si sur place, le dispositif était là, ça aurait pu marcher. Vous vous souvenez du cas de, je ne suis pas très football, mais il y a un footballeur danois, Eriksen, qui s'est effondré sur le terrain. Mais quand vous lisez un peu toute la presse, vous voyez que c'est son capitaine qui a eu le premier geste qu'il fallait avoir pour qu'il puisse le sauver. Bon, aujourd'hui, il a un défibrillateur, mais il a quand même pu sauver la vie de ce jeune homme. Donc, il faut déjà apprendre à ces jeunes footballeurs-là sur le terrain, quand il y a un cas de ce genre, comment ils réagissent aussitôt, le temps que les secours arrivent. Maintenant, d'un point de vue institutionnel, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quand l'enfant il remplit la fiche pour dire qu'il est footballeur professionnel, qu'on doit renouveler sa licence, mais il faut faire en sorte de savoir qu'au Mali, par exemple, comme j'ai cru l'entendre là, on lui a dit qu'il ne pouvait pas. Mais il y a des joueurs qui trichent, il y a aussi des médecins qui trichent, il y a des équipes qui trichent et il y a des fédérations
qui trichent. Il y a aussi des parents qui trichent. Qui trichent. Et donc, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités, parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un quand même. Alors, Félix Boni, qu'on entendait beaucoup hein, quand le procès Dion parlait, l'enseignant Bakayoko aussi. Alors, pour ce genre de situation, il n'y a pas eu d'autopsie. Pour la suite, comme procès Dion le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on retient finalement alors? Sans autopsie, ça laisse tout le monde dans le flou. On ne peut pas savoir de quoi il est mort, est-ce qu'il avait effectivement des antécédents, et ça laisse tout le monde dans le flou. Moi, pour la suite, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Professeur Dion a sorti le mot, la tricherie. Faire en sorte que la triche soit le plus amoindrie possible, de sorte que au niveau des fédérations, au niveau des équipes, et surtout des équipes. Parfois, on a tellement envie de voir ce joueur évoluer dans ce club qu'on essaie de sortir le joueur de toutes les mailles, de toutes les procédures. Et on triche, on remplit des papiers, on corrompt des gens quelque part, tout simplement pour qu'on puisse voir ce joueur jouer. Parfois même l'âge des joueurs dépasse réellement ce qu'ils déclarent. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait moins de triche. Tirons des leçons de la mort de ce jeune homme. Et ce n'est même pas lui seul. Je crois que 2 semaines auparavant, un autre joueur également est décédé à l'entraînement ici, dans un club encore en Côte d'Ivoire. Donc tirons des leçons de ces drames et faisons en sorte à ce que le mécanisme soit rigoureux et que ce genre de situation n'arrive plus. Sylvain Debaï. Oui, c'est une mort subite et il n'y aura pas d'autopsie. Mais dans votre reportage, j'ai entendu dire qu'il va y avoir un rapport médical. Qui l'a commandité? Est-ce que c'est la FIF? Ben, le rapport médical nous dira à peu près, même s'il n'y a pas eu d'autopsie, comment les choses se sont passées pour qu'on en arrive à un décès. Parce que dans tous les cas, il faudra tirer des leçons. Et parmi ces leçons-là, c'est le rapport médical qui devra peut-être nous situer pour voir comment on corrige nos procédures. Sur le terrain, je crois qu'une piste est donnée ici, c'est-à-dire tout doit commencer par ceux même qui sont sur le terrain, sur le champ de jeu. Les premiers gestes, je crois que c'est souvent important. Je lisais quelque part que le jeune Silla, c'est plutôt le joueur du camp adverse qui est venu vers lui après s'être effondré et qui a appelé au secours. Bon, les secours sont arrivés, mais bon, on a eu quand même 30 minutes pour faire l'évacuation. Tout ça, c'est des choses à corriger plus tard parce que c'est important. Il y a notre deuxième CAN que nous organisons. Il faut que c'est notre championnat là, qui doit déjà nous donner des directives, qui doit déjà nous permettre de voir ce que nous pouvons corriger avant même dire que le dispositif est différent. Oui, le dispositif est certes différent, mais on est quand même, on sera dans les mêmes environnements. On sera à Abidjan, on sera à Korongo, on sera à Bouaké. À Abidjan, nous savons que nous avons des problèmes d'embouteillage. Est-ce que si un joueur tombe sur le terrain, est-ce que nos procédés-là permettent de l'évacuer en 5 minutes? Je pense qu'on aura l'occasion quand même de parler de comment s'organise la CAN. Voilà, c'est tout ça. Je pense que c'est important. Il ne faut pas s'arrêter à l'émotion. Dire que ouais, s'il il est mort, c'était son destin. Non, il ne faudra pas s'arrêter là. C'est pourquoi je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai lu le premier communiqué de la FIF, qui a simplement donné l'information. Et bon, on n'a même pas dit qu'il y aura une enquête. Voilà. Oh, ce genre de cas-là doit nous amener à quand même. Merci pourtant. Et le président de la Ligue professionnelle était face à la presse. Vous l'avez certainement entendu. Il a donné quand même quelques informations. L'enseignant Bakayoko. Moi, je pense qu'il faut quand même peut-être revoir l'ensemble de la psychologie au niveau du football. Moi, je me pose une question. Si, avant ce décès, si on avait annoncé aux parents que votre enfant, sur qui beaucoup d'espoirs sont fondés, qu'on lui disait que vous ne pouvez pas jouer, c'est-à-dire que votre carrière s'arrête, quelle aurait été la réaction des parents? Et je vais plus le même à ramener au pays. Vous avez vu que Didier Drogba, dans une des CAN, était blessé. C'est pas si c'était une Coupe du Monde CAN, il était blessé, il avait l'omoplate complètement déboîté. Mais nous, les Ivoiriens, nous avons demandé qu'il doit jouer. On a dit qu'il doit jouer. Vous avez vu aussi au Sénégal, Sadio Mané était blessé à la dernière Coupe d'Afrique, mais les Sénégalais priaient malgré son mal. J'ai même entendu des gens dire, même Sadio Mané éclopé, il peut faire mal sur le terrain. Donc je pense que c'est l'ensemble de notre psychologie qu'il faut revoir. D'accord, ça aussi c'est important. On va passer rapidement au troisième sujet, puisque le temps court très vite. Le président de la Tunisie a rencontré le président d'exercice de la CEDEAO, Kais Saied, a voulu repréciser sa pensée. On l'écoute et on se retrouve.
concernant les Africains ne peut pas être interprété par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie, lorsque l'Abad s'est installé en Tunisie pendant un certain nombre de temps. Un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec un certain nombre d'États africains. Ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui à l'occasion de votre escale pour leur dire, mesdames et messieurs, vous vous trompez d'adresse. Bon, alors, Félix Boni, est-ce que Kais Saied, avec cette nouvelle sortie, vous a convaincu ou peut convaincre l'opinion? Justement, dans votre introduction, vous disiez qu'il a reprécisé ses idées. Moi, je pense qu'il a plutôt, il a plutôt réitéré ce qu'il avait dit auparavant. Et je parle sous le contrôle du philosophe. Le subconscient de ce monsieur parle. Quand il appelle les autres Africains, c'est-à-dire il ne se sent même pas africain. Il ne se sent pas africain. Et le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, a dû le lui rappeler, la Tunisie, le pays d'Abid Bourguiba. Pour nous, les chrétiens, on parlera de Carthage, de l'évêque de Carthage, l'évêque africain de Carthage, le cardinal de Carthage, qui dans la Bible faisait partie de ces Africains qui sont arrivés à ce niveau, à ce haut sommet. Alors, il faut que, c'est vrai, M. Kais Saied, constitutionnaliste qu'il est, arrivé après une longue période de règne de Ben Ali et vient d'être élu à la tête d'un pays qui est en crise et engage une révolution pour, j'allais dire, refonder son pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller jusqu'à des dérives de langage comme ce qu'il continue de tenir, parce qu'il a eu des dérives. On a pensé qu'il allait rattraper ces dérives, mais dans les échanges qu'il a eus avec le président de la CEDEAO, il a réitéré ces mêmes dérives. Son subconscient parle suffisamment pour montrer que nous, Tunisiens, on n'est pas africains. Et il a quand même dit... Et il dira plus tard, ah non, c'est facile de dire, je suis africain, je suis fier, pendant qu'on traite les autres d'Africains. Quand on dit les Africains, ça veut dire, moi, je ne suis pas africain. J'aurais bien voulu qu'un Italien parle comme il parle, mais lui, il est africain, sur le continent africain. Et quand il le dit ainsi, il frustre les autres. C'est-à-dire, la peau blanche ne fait pas de lui un blanc, un Européen. C'est vrai qu'il est arabe, mais il est arabe d'Afrique. Il faut qu'il reconnaisse que je suis sur le continent africain. Même les Comoriens, ce sont des Africains. Ils se reconnaissent comme Africains. Les Seychelles, ils se reconnaissent comme Africains. Encore moins quelqu'un qui est sur le plateau continental de l'Afrique et qui parle, qui indexe les autres comme étant les Africains. C'est ce subconscient-là qui éveille, qui suscite des réactions dans la population tunisienne et qui fait qu'il y a des réactions. Parce que quand on parle ainsi, on ne peut pas maîtriser la psychologie de la foule de ceux qui vous écoutent et le mépris s'installe et les noirs sont la risée des populations tunisiennes. Il faudrait que le président tunisien change de langage. Alors, Sylvain Debailly, est-ce que ça peut rassurer ou bien vous êtes d'accord avec Félix Boni tout à l'heure? Comment vous avez vu sa posture devant son homologue de la CEDEAO? Il veut plutôt se justifier, mais en s'enfonçant. Donc, on ne peut pas dire qu'il nous a rassurés. Il ne nous rassure pas, d'autant plus que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire continue. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire parce que je suis ici. La Côte d'Ivoire continue de rapatrier ses ressortissants et ça ne s'arrête pas. Je pense qu'au regard de ces propos-là,
quand on regarde bien la structuration de son discours, de sa pensée, c'est bien un discours, une pensée qui ont été bien construites, qui ont été... Il ne peut pas donc nier ses propos. Il a bien dit. Et ce que je déplore aussi dans son discours, et ça c'est l'apanage des politiciens, toutes les fois qu'ils sont coincés devant une situation, il y a un bouc émissaire tout trouvé. C'est la presse. On a déformé ses propos. Alors que nous tous, nous avons bien lu le communiqué qui a sanctionné le Conseil national de sécurité, la réunion du Conseil national de sécurité, où il a bien affirmé certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on a grossi ses propos, mais on les a déformés. Est-ce qu'après les propos qu'il a tenus, ses compatriotes tunisiens n'ont pas mené des actes de représailles contre les Africains? Il y a même son discours, à chaque fois qu'il reprend, les Africains, j'ai des amis africains. Ben, lui, où se classe-t-il? Je crois que c'est ce que Boni vient de dire. Il faut que, comme on peut l'interpeller, en tout cas, de grands intellectuels tunisiens comme Monsef Marzouki, l'ancien président, je crois que M. Kaïs doit revenir à de meilleurs sentiments parce que ce spectacle qu'il est en train d'offrir, je crois que ce n'est pas digne d'un président africain en 2023, au moment où on parle de libre-échange, de zone de libre-échange et tout ça, au moment où il faut renforcer l'Union africaine. Je crois que c'est des propos qui ne l'honorent pas et il doit vite revenir. Il doit aussi considérer que ses compatriotes sont aujourd'hui dans une phase d'expansion parce que quand on regarde une économie qui est exsangue, il y a quand même la Tunisie qui a de grandes entreprises qui sont ici en Afrique de l'Ouest comme un peu partout ailleurs. Il doit considérer cela et donner du sens à la coopération entre les Africains, la coopération sud-sud. Et de tels propos, en tout cas, il devrait, à mon avis, s'excuser devant son homologue, mais il n'a fait que s'enfoncer. Je pense que le temps de la raison viendra. Pour le moment, il est dans l'émotion. Le temps de la raison viendra. Lancez-les, Bakayoko. Face au président de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Mbalo, je pense que le président Saïd a tenté de tempérer un peu son discours, mais Félix Déby l'a dit, il s'est plutôt enfoncé. Mais je ne pense pas que Kais Saïd se considère, c'est vrai que dans la conscience des gens de l'Afrique du Nord, il y a deux types de nationalités. Il y a la nation arabe et puis il y a la nation africaine. Donc c'est des gens un peu bipolaires. Mais de mon point de vue, il faut voir dans les propos de Kais Saïd, ça dit qu'il a une vue un peu binaire par rapport à ceux qui existent dans son pays, c'est-à-dire les mauvais qui sont les Noirs et les bons qui sont les Algériens, disons les Tunisiens. Mais moi, contrairement à ce que Félix vient de dire, je pense qu'il se sent africain. Mais il est en face d'un problème intérieur qui est plus grave. C'est-à-dire qu'il fait preuve aujourd'hui, en utilisant les Africains comme bouc émissaire, il fait preuve de démagogie et de populisme. Parce qu'en réalité, il a fait des promesses électorales, il s'est engagé sur beaucoup de chantiers, aucun des chantiers n'a abouti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sa présidence, je ne suis pas tunisien, mais c'est zéro. C'est-à-dire qu'il n'a pas de résultat. Et les Tunisiens, la fièvre contestataire est en train de monter à Tunis. Les gens veulent un changement radical. C'est-à-dire que lui, il doit pouvoir libérer le plancher. Et donc, il cherche des boucs émissaires et le message est clair, c'est de dire, ce n'est pas moi, j'aurais pu réussir, mais c'est ceux-là qui font que je ne peux pas réussir. Et le bouc ils sont à peine 20 000. Il y a 59 000 étrangers dans toute la Tunisie. Ça fait 0,5% de la population. Ils sont 17 millions. Parlons des subsahariens. Les subsahariens, oui, ils sont à moins de 12 000. Non, nous, on a plus de 7 millions d'étrangers chez nous. Oui, nous avons près de 10 millions, mais nous ne disons pas cela. Mais je veux dire, Kais Saïd a échoué dans sa politique de développement, le développement qu'il avait promis à la Tunisie. Donc, il cherche d'autres moyens pour pouvoir confisquer le pouvoir. Vous avez vu aujourd'hui, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il a dissous l'ensemble des forces vives de la nation, des forces qui pouvaient lui tenir tête. Aujourd'hui, la Tunisie n'a plus d'Assemblée nationale. Mais regardez, même quand il fait le Conseil des ministres, c'est comme un roi qui parle à ce sujet. Regardez les images, lisez les images. Vous allez voir que Kais Saïd est aujourd'hui en réalité un homme seul. Mais un homme seul, exactement comme un dictateur. Et donc, le mot est fort, mais Kais Saïd n'est plus en position
de diriger démocratiquement la Tunisie. Et là, ils cherchent des boucs émissaires et les boucs émissaires tout trouvés, c'est les Africains subsahariens. Procédions. Alors, on se rend compte aujourd'hui que, comme disait Jean-Paul Sartre, il y a des tremblements de mots qui sont plus dangereux que des tremblements de terre. Il n'a prononcé que quelques mots. Regardez les dégâts. Les tremblements de terre, ça détruit des maisons. Lui, il a prononcé quelques mots. Ce sont des gens qui perdent tout. Et puis tout est déstructuré dans leur existence. Ce monsieur est un populiste. C'est un démagogue qui est en train de devenir un despote. Sous nos yeux. Les populistes, ce qu'ils réussissent à faire, c'est qu'ils ont compris que la politique, c'est un pari sur les passions. On gouverne les hommes par la passion. Donc, Saïd étant en difficulté, comme on l'a dit tout à l'heure, il joue sur les passions les plus fondamentales de son peuple. Vous créez la peur et la crainte. Je ne connais pas un populiste qui ne crée pas, qui ne réveille pas la peur, la crainte dans son peuple. En lui disant quoi? Qu'il est menacé dans son existence même. Et c'est ce qu'il a fait en utilisant ces mots-là. Il est en train de dire aux Tunisiens, vous êtes menacés dans votre exclusivité raciale, culturelle, et il ajoute même religieuse. Notre pays, notre peuple va disparaître à cause de ces subsahariens. Une fois que vous avez dit ça à un peuple, la réaction normale de ce peuple, c'est quoi? C'est l'instinct de survie. Retenons que la peur rassemble. C'est la faim qui disperse. Quand les hommes ont peur, ils se rassemblent. La deuxième chose que je veux dire, c'est que vous preniez un individu, que vous preniez un peuple, il y a deux types de mécanismes. Il y a un mécanisme de coopération. Les hommes veulent coopérer parce qu'il y va de leur intérêt, mais il y a un mécanisme de défense quand ils se sentent menacés. Lui, il a activé le mécanisme de défense et d'autodéfense chez les Tunisiens. C'est pour ça que quand on me demandait est-ce qu'il faut appliquer la réciprocité, j'ai dit on ne répond pas à la bêtise par la bêtise parce que dans quelque temps, il va s'en rendre compte. Les Tunisiens ont tellement peur qu'ils ont réagi comme ils ont réagi. Le temps passe, tous les pays demandent à leurs ressortissants de rentrer, la Banque mondiale prend des mesures, certaines organisations commencent à quitter la Tunisie. Qu'est-ce qui revient là? Le mécanisme de coopération reprend le pas et ce monsieur-là est devant l'impératif de quoi? De la coopération. Il se rend compte que ça va être encore plus compliqué pour son peuple dans cette situation-là. Donc, il a besoin maintenant de parler pour rassurer. Il est en train, petit à petit, à la pratique, de retrouver un peu de lucidité. C'est tout le mal qu'on peut. Est-ce que ce n'est pas tard, puisqu'il semble tout de même isolé, vous l'avez dit tout à l'heure, tous ceux donc, des pays concernés qui rappellent leurs ressortissants, il y a aussi ces coopérations avec les autres. Ce n'est pas tard pour les Tunisiens, ce n'est pas tard pour les Africains, c'est tard pour lui. Parce que lui, il va partir. Ce mécanisme qui s'est déclenché, ça va le faire partir. Et quand il va partir, la Tunisie va se retrouver et vous verrez comment les choses vont se faire. Mais il est tard pour lui. Oui, Félix Boni, on va y aller rapidement. Oui. Ce n'est même pas le monde qui est en train de l'isoler. Il est en train de s'isoler. Parce que les Tunisiens vont comprendre rapidement ce qu'il est en train de faire. La preuve aujourd'hui, on parle d'une vague migratoire qui part de la Tunisie et peut-être pour minimiser un peu par euphémisme, on parle du climat qui est favorable, de la météo qui est favorable. Ah non. Mais la météo politique, sociologique n'est pas favorable. Ces personnes fuient la Tunisie eu égard au discours que ce monsieur est en train de tenir. Et l'isolement, il s'est déjà isolé. Vous voyez, le 9, jeudi dernier, il a dissous, en plus de l'Assemblée nationale dissous en 2021, il a dissous tous les conseils municipaux qui vont être maintenant délégués à des fonctionnaires qui vont les gérer. C'est un monsieur qui est dans une logique despotique. Il est un despote. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il est dans une mégalomanie du pouvoir. Il a échoué effectivement à ramener la démocratie à Tunisie et il cherche une bouée de sauvetage de quoi s'accrocher pour ne pas qu'on dise qu'il n'aura pas régné. Donc, il a isolé lui-même et le peuple tunisien va l'isoler bientôt. D'accord, pour terminer en 30 secondes rapidement. Oui, Kais Saïed a créé de l'émotion, mais il y a ceci de spécifique que l'émotion ne reste pas constamment érectile. Donc, à un moment donné, ça va baisser
il va être devant son propre miroir, il va savoir qu'il est en train de mener son pays vers une destination inconnue, et c'est en ce moment-là que ce sera le moment des regrets. Merci. Alors, messieurs, vraiment, le temps court très vite. On a terminé pour ce soir. Merci, Lanciné Bakayoko, Félix Boni, Sylvain Debailly, professeur Simplice Dion. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RT1. Tout de suite, le journal de 20h. Cette émission réalisée par Fofana Babadou. Merci à toutes les équipes techniques autour. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. Merci.